9 secrets terrifiants sur le Vatican. Un pape mort après 33 jours. Un cadavre jugé en tribunal il y a 1000 ans. Un banquier trouvé pendu sous un pont de Londres. Une adolescente disparue à l'intérieur des murs du Vatican. Et des kilomètres d'archives que personne ne peut consulter. Le Vatican est le plus petit état du monde, et c'est peut-être aussi celui qui cache le plus de secrets. Voici 9 secrets que l'histoire officielle n'a jamais bien expliqués. On commence. Numéro 1, le pape qui n'a duré que 33 jours. 26 août 1978. Albino Luciani, patriarche de Venise, âgé de 65 ans, est élu pape et prend le nom de Jean-Paul Ier. C'est un homme simple, proche du peuple, surnommé le pape au sourire. Il est le premier pape à utiliser le titre « je » au lieu du « nous » de majesté. Dès son élection, il donne le ton, il refuse la tiare pontificale traditionnelle et son regard est celui d'un curé de campagne, pas d'un monarque. La foule l'adore, beaucoup le voient comme celui qui va réformer l'église. 28 septembre 1978, soit 33 jours et 6 heures après son élection, une religieuse découvre le corps du pape sans vie dans sa chambre. Assis dans son lit, lunettes sur le nez, quelques feuilles dactylographiées entre les mains. Cause officielle, infarctus de myocarde. Mais voilà le problème et c'est documenté, notamment par Radio-Canada et Le Vif. Aucune autopsie n'a été pratiquée, pas par oubli, par décision. Le pape Paul VI avait interdit les autopsies sur les papes avant de mourir. Cette décision, appliquée dans les heures suivant la mort de Jean-Paul Ier, empêche toute vérification scientifique des causes du décès. Et si cette mort est restée dans les mémoires, le deuxième secret concerne un pape élu en 2025 et les ombres qui ont surgi dès son premier jour. Numéro 2, le pape Léon XIV et les zones d'ombre de son passé. 8 mai 2025, Robert Francis Prévost est élu 267e pape de l'histoire sous le nom de Léon XIV. Il est le premier américain à accéder à cette fonction, mais à peine élu, une controverse ressurgit immédiatement. Selon France Info, qui a consulté les documents officiels et les témoignages des victimes, 2 affaires de violences sexuelles commises par des prêtres ressurgissent. L'une à Chicago, l'autre au Pérou. Dans l'affaire de Chicago, Prévost, alors responsable provincial Augustin, aurait en 2000 autorisé l'installation d'un prêtre reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs dans un prieuré situé à proximité d'une école primaire. Dans la politique interne à l'histoire millénaire, le secret numéro 3 remonte à 897 après Jésus-Christ, et il est probablement le plus étrange de toute cette liste. Numéro 3, le procès d'un cadavre. Janvier 897. Rome, le pape Étienne VI entre dans la basilique de Latran et ordonne quelque chose d'impensable, exhumer le corps de son prédécesseur Formose, mort depuis 9 mois. Le cadavre en décomposition est arrêté, vêtu de ses ornements pontificaux, installé sur le trône. Un jeune diacre terrifié est désigné pour répondre aux accusations à sa place, parce que le mort, lui, ne peut évidemment pas parler. C'est le synode du cadavre, ou synodus orenda, comme le nomment les chroniques médiévales. L'odeur est insupportable, l'assemblée assise en silence et en terreur. Le contexte politique, Formose avait, de son vivant, couronné comme empereur un rival de la puissante famille de Spolète. Étienne VI veut annuler rétroactivement tous les actes de Formose, y compris ses ordinations de prêtre, ce qui aurait invalidé des milliers de cérémonies religieuses à travers l'Europe. Le verdict tombe, coupable. Les 3 doigts de la main droite de Formose, ceux qui servent à la bénédiction, sont tranchés, ses vêtements pontificaux sont arrachés, le corps est jeté dans le Tibre. Des moines le récupèrent plus tard. 1000 ans plus tard, les procès au Vatican ne concernent plus des cadavres, mais des vivants qui combattent des forces que l'Église elle-même reconnaît officiellement. Numéro 4, Gabriel Amorphe, l'exorciste. Né le 1er mai 1925 à Modène en Italie, Gabriel Amorth est ordonné prêtre en 1954. En 1986, il est nommé exorciste officiel du diocèse de Rome par le cardinal Ugo Poletti. À la mort de son prédécesseur, le père Amontini, en 1992, il devient l'exorciste en chef du Vatican, un titre officiel, pas une fiction. Jusqu'à sa mort en 2016, il déclare avoir pratiqué plus de 70 000 exorcismes au cours de sa carrière, selon Ciné-Série et Daily Geek Show qui rapportent ses propres déclarations. Il publie 2 ouvrages qui deviennent des références dans le milieu catholique. Un exorciste raconte, en 1992, et Nouveau récit d'un exorciste, en 1993. Dans ses livres, il détaille ses méthodes, ses cas et ses convictions. Ce qu'il dit dans une interview au Sunday Telegraph reprise par Gamesider, « Je parle au diable chaque jour, je lui parle en latin. Il répond en italien, je lutte avec lui jour après jour. » L'Église catholique maintient une position officielle sur l'exorcisme. Il est prévu dans le droit canon et nécessite une autorisation épiscopale. Ce n'est pas une pratique marginale, c'est une fonction officielle. Des archives, justement, parce que le Vatican en possède des kilomètres, et pendant des siècles elles ont porté un nom qui a nourri toutes les imaginations. Numéro 5, les archives secrètes du Vatican, 85 kilomètres de documents. Depuis le milieu du XVIIe siècle, le Vatican conservait ses archives sous le nom Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, archives secrètes du Vatican. En octobre 2019, le pape François a officiellement changé ce nom en Archives apostoliques du Vatican. Pourquoi ? Parce que selon le Vatican News lui-même, le mot latin secretum signifie simplement privé et non caché, mais la connotation avait pris le dessus. Ce que ces archives contiennent est factuel et considérable, plus de 85 km linéaires de rayonnage selon Archimag et Actualité. Des parchemins, des bulles papales, des correspondances diplomatiques,
Le procès de Galilée y est conservé, ainsi que la demande d'annulation de mariage du roi d'Angleterre Henri VIII. Les archives ne sont pas accessibles aux journalistes, ni aux étudiants, ni aux historiens amateurs. Seuls les chercheurs académiques accédant via une procédure officielle peuvent y entrer, depuis l'ouverture partielle ordonnée par Léon XIII en 1881. Et les documents concernant un pape ne sont rendus publics qu'après 75 ans minimum suivant la fin de son pontificat. Si les archives cachent des mystères sur papier, l'histoire suivante, elle, s'est jouée en cachette dans les circuits financiers avec un banquier qui en a payé le prix de sa vie. Numéro 6, Roberto Calvi, le banquier de Dieu, pendu sous un pont. 18 juin 1982, Londres, sous le pont de Blackfriars. Un corps est retrouvé pendu à des échafaudages. Les poches du costume sont remplies d'une dizaine de kilos de briques de billets de plusieurs devises, environ 13 000 $ en tout. Le mort s'appelle Roberto Calvi, il est président du Banco Ambrosiano, deuxième plus grande banque privée d'Italie. La presse le surnomme le banquier de Dieu, en raison de ses liens étroits avec l'IOR, la Banque du Vatican. La mort est d'abord classée en suicide, puis 2 expertises légales distinctes concluent à un assassinat. L'affaire Banco Ambrosiano est l'un des plus grands scandales financiers italiens du XXe siècle. La banque s'effondre en 1982 après la disparition de 1,3 milliard de $, canalisés via une douzaine de sociétés écrans au Panama, avec le soutien direct de l'IOR, qui avait émis des lettres de parrainage garantissant ses prêts. La Banque du Vatican nie toute responsabilité juridique, mais elle verse malgré tout 250 millions de $ à des banques créancières, selon NBC News et Watchson.ch. Les enquêteurs italiens mettent également en cause la loge maçonnique illégale Propagandado, dont la liste des membres découverts en 1981 incluait des ministres, des chefs militaires et des directeurs de médias. Des scandales financiers et une disparition qui hantent encore l'Italie. Secret numéro 7 n'a toujours pas de réponse, même 40 ans après les faits. Numéro 7, le mystère Emanuela Orlandi, la fille qui a disparu dans le Vatican. 22 juin 1983, Rome, Emanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un employé du Saint-Siège, quitte son appartement dans l'enceinte du Vatican pour se rendre à son cours de flûte en ville. Elle téléphone à sa sœur depuis l'école, elle ne rentre jamais. Depuis cette date, sa disparition est l'une des affaires non résolues les plus suivies d'Italie. Son frère, Pietro Orlandi, s'est battu pendant des décennies pour que la vérité soit établie. Les théories ont été nombreuses. Un lien avec l'attentat contre Jean-Paul II en 1981, un rapport avec la faillite du Banco Ambrosiano, une connexion avec la mafia. Aucune n'a jamais été prouvée. En 2019, à la suite d'un appel anonyme, 2 ossuaires du cimetière teutonique du Vatican ont été ouverts. Ils contenaient des ossements humains, mais selon les analyses révélées par le Vatican News, ces restes étaient datables d'au moins 100 ans avant la disparition d'Emanuela. Piste fermée. Des ossements avaient également été trouvés en 2018 lors de travaux près de l'ambassade vaticane à Rome. Selon NBC News, ils n'appartenaient pas à Emanuela. En juin 2023, à l'occasion des 40 ans de la disparition, le Vatican a officiellement ouvert un dossier d'enquête interne selon Gulf News. Un geste sans précédent de la part du Saint-Siège. Mais l'avocat de la famille, Loras Gros, a indiqué à l'AFP qu'il ne savait toujours pas quel document le Vatican allait exhumer ni dans quelle direction l'enquête allait. La disparition d'Emanuela Orlandi est toujours, à ce jour, une affaire ouverte. En 1998, un autre drame s'est produit à l'intérieur même des murs du Vatican, et lui aussi est resté sans explication complètement satisfaisante. Numéro 8, les meurtres de la garde suisse, une nuit de mai 1998. 4 mai 1998, 21h, dans l'appartement du commandant de la garde pontificale, au cœur du Vatican, un voisin entend des coups de feu. Les secours découvrent 3 corps, Alois Asterman, 43 ans, nommé le jour même commandant de la garde suisse par Jean-Paul II, sa femme, Gladys Meza Romero, citoyenne vénézuélienne, et Cédric Tornet, 23 ans, vice-caporal de la garde. Le pistolet de service de Tornet est trouvé sur place. Selon CBS News et Le Temps, la version officielle adoptée par le Vatican est immédiatement claire. Tornet a tué Esterman et son épouse avant de se suicider. Mobile invoquait la frustration de ne pas avoir reçu une médaille à laquelle il estimait avoir droit. La mère de Cédric Tornet ne croit pas à cette version, elle conteste les faits depuis le premier jour. Les autopsies présenteraient des incohérences, selon l'avocate de la famille citée par la RTS. En 2008, puis à nouveau en 2019, la famille de Tornet a demandé la réouverture de l'affaire. Le Vatican a refusé de communiquer les actes d'enquête. En 2021, selon Le Temps, le Saint-Siège a répondu pour la première fois à la mère de Tornet, mais l'accès complet aux documents d'enquête n'a toujours pas été accordé. Ce qui est établi, 3 morts par balle dans le Vatican un soir de 1998. Ce qui reste flou, les détails de l'enquête, les conclusions complètes des autopsies, la véritable chronologie de la nuit. Et pour finir, un secret que le Vatican a lui-même provoqué en laissant son propre majordome fuiter les documents les plus sensibles de la cour papale. Numéro 9, Vatilix. Quand le majordome du pape vole des documents secrets. Paolo Gabriel est un homme discret, il habite à l'intérieur de la cité du Vatican. Il aide Benoît XVI à s'habiller chaque matin, il sert ses repas, il est l'un des quelques laïcs qui vivent dans l'enceinte même du Saint-Siège. Et de 2011 à 2012, il photocopie des milliers de documents confidentiels à partir du bureau qu'il partage avec les secrétaires pontificaux, juste à côté de la bibliothèque, du studio et de la chapelle du pape.
Il les remit au journaliste Gianluigi Nuzzi, qui les publie dans un livre intitulé Sa sainteté. L'ouvrage devient un blockbuster immédiat en mai 2012. Selon Al Jazeera, les documents révèlent des querelles internes au Vatican, des tensions entre cardinaux, des accusations de corruption dans les finances du Saint-Siège et des lettres personnelles de Benoît XVI. Gabriel est arrêté le 25 mai 2012 à son domicile, l'original de documents encore en sa possession. Selon Al Jazeera et CBC News, le Vatican qualifie le livre de criminel. Gabriel est jugé par un tribunal de 3 juges du Vatican, une juridiction interne, hors de tout système judiciaire extérieur, et condamné pour vol aggravé. Il est gracié par le pape quelques semaines plus tard. 9 secrets, 9 épisodes que l'histoire officielle du Vatican n'a jamais complètement soldés. Un pape mort sans autopsie, un cadavre jugé au Moyen-Âge, un banquier pendu sous un pont, une adolescente disparue dans l'enceinte la plus protégée du monde, et des archives qu'on ne peut pas consulter. Ce qui frappe, en traversant ces 9 épisodes, c'est leur cohérence. Pas un complot global, mais un système qui a développé depuis des siècles les réflexes d'une institution qui se protège, parfois au détriment de la transparence qu'on attendrait d'un État. Une justice interne qui juge ses propres membres, des archives qui s'ouvrent avec des délais de 75 ans, des enquêtes bouclées rapidement, des dossiers archivés sans réponse publique, et à chaque fois, quand les informations finissent par fuiter via un majordome, des journalistes ou des victimes qui témoignent, elles révèlent la même chose. Un État qui préfère gérer ses affaires à l'intérieur de ses murs plutôt qu'à la lumière du jour. Ce que l'histoire nous apprend, c'est que les institutions les plus puissantes sont rarement les plus transparentes, et que les mystères qu'elles laissent sans réponse disent autant sur elles que ce qu'elles choisissent de raconter. Nous venons ainsi à la fin de cette vidéo. Nous vous attendons dans les commentaires pour tes impressions, et au passage laisse un petit like. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas.